propose qu'on, je vous propose qu'on démarre ce webinaire. Bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire d'M Capital, l'autoconsommation collective et les communautés énergétiques, une opportunité pour l'immobilier et les collectivités. Merci aussi à nos intervenants, donc, dans l'ordre dans lequel je les vois. Donc, je ne vais pas commencer par les femmes. Il y a d'abord Sylvain Tellerin, qui est chargé de relations clients grands comptes chez Enedis, sur 4 départements, tu disais Sylvain tout à l'heure, donc en Occitanie. Sylvaine Casal, qui est directrice territoriale du Gard chez Enedis. Amaury Pachurka, qui est fondateur et président de Beoga. Beoga, qui est une entreprise créateur et opérateur de communautés énergétiques. Et puis, on en dira davantage après, hein, bien sûr. Et puis, je me présente moi-même. Donc, je suis co-directrice du Labo M, qui est le Lab Environnement, Social et Gouvernance de M Capital, et dont je vous dirai quelques mots dans un instant. Je vais partager mon écran afin que vous puissiez, qu'on puisse démarrer le webinaire. Tout d'abord, une petite information technique. Donc, on vous demande de couper vos micros, de poser vos questions dans l'espace Q&R pour qu'on puisse y répondre à la fin du webinaire ou directement dans le chat. Et puis ensuite, une information importante, vous pourrez visionner le replay du webinaire à tout moment grâce au lien qui vous sera envoyé ensuite par mail. Alors, juste un petit mot pour présenter M Capital. Donc, M Capital, c'est d'abord une société d'investissement qui a la particularité d'utiliser des capitaux mixtes, puisqu'elle utilise à la fois des capitaux publics et privés. Elle gère des fonds également pour des régions, notamment la région Occitanie et la région Nouvelle-Aquitaine aussi, PACA. Voilà, elle est présente un petit peu partout en France. Son engagement fort, c'est de créer de nouvelles économies de croissance résilientes et inclusives avec un fort volet humain et environnement. C'est une entreprise à mission depuis février 2022. Et chez M Capital, il y a 4 métiers, l'immobilier, la dette privée, le venture et le private equity. Alors, on s'est donné 2 missions importantes qui sont à la fois la décarbonation, donc le net zéro d'ici 2040, et puis également l'égalité des chances et la diversité. Il faut savoir que chez M Capital, il y a, contrairement à beaucoup de sociétés de gestion, beaucoup de femmes, y compris dans les partenaires principaux, donc dans les associés, c'est moitié-moitié. Et puis, il y a beaucoup de femmes qui sont directrices d'investissement, ce qui est très rare. Donc, c'est à signaler. Le Labo M, donc c'est un laboratoire qui a été créé par M Capital, qui est un laboratoire interne et qui a pour but d'accompagner les structures qui sont financées par M Capital, qui sont financées par ces fonds, pour une meilleure performance ESG, environnement, social et gouvernance. C'est un outil concret en fait qui permet de faciliter la transition des porteurs de projets et des organisations qui sont accompagnées par M Capital. En fait, l'activité, ça consiste à la fois à faire de la veille sur les solutions ESG. On a d'ailleurs monté un annuaire des solutionneurs qui est présent sur notre site internet. Vous le trouverez à l'onglet Services. Et Amaury Pachurka, qui est avec nous aujourd'hui, fait partie des solutionneurs ESG, bien entendu, transition écologique en particulier. Donc, notre mission, c'est à la fois d'informer et puis d'inspirer aussi les porteurs de projets, les accompagner pour faire un point sur leur stratégie ESG. On a des contacts directs avec nos porteurs de projets, à poser et à améliorer leur plan d'action, puisqu'il ne suffit pas en fait de dire qu'il faut passer à la transition, il faut aussi donner les moyens de le faire, et notamment par un premier bilan, et ensuite évidemment poser un plan d'action et accompagner sur la durée, et surtout proposer en fait des prestataires qui sont en mesure de faire passer à l'action de cette transition. Donc voilà pour notre présentation d'M Capital. Je vais maintenant laisser la parole à Sylvaine pour qu'elle nous présente. Je pense que tu vas introduire le sujet avec la vision d'Enedis, et puis on aura ensuite une présentation par Sylvain et on terminera par Amaury. Et tout à la fin, on passera à la partie questions-réponses. Merci Carole.
Merci Carole. Bonjour à toutes et à tous. En espérant que vous êtes et attentifs à nos propos au bout de la web. Donc, comme l'a dit Carole, je suis directrice territoriale d'Enedis dans le Gard. Avant de démarrer avec Sylvain pour la présentation plus précise de ce que sont les communautés énergétiques et l'autoconsommation collective et la manière dont Enedis les accompagne, je souhaitais vous présenter en quelques minutes qui est l'entreprise Enedis. Donc Enedis, nous sommes le gestionnaire de réseaux de distribution de l'électricité sur 95% du territoire français. Nous sommes une entreprise de service public et notre mission, c'est d'acheminer l'électricité dans les foyers, dans les entreprises en France. Ce petit schéma pour vous indiquer que le système électrique français a considérablement évolué ces 20 dernières années à travers notamment les souhaits de la Commission européenne de libéralisation du marché de l'énergie et à découper, à saucissonner les différentes étapes du système électrique français. Et Enedis est une des étapes indispensables. Donc tout à gauche, vous avez la production, quelle que soit sa nature, nucléaire, thermique, énergie renouvelable ou autre. Cette activité de production est désormais en concurrence. Donc, en effet, aujourd'hui, vous avez à la fois les producteurs historiques qui sont sur le marché, mais vous avez aussi chacun peut être producteur en posant un simple panneau photovoltaïque sur son toit. On en parlera tout à l'heure avec Amaury et Béoga. Une fois que l'électricité est produite, il faut la transporter. Donc ça, c'est la mission de RTE, qui est une autre société de services publics et qui transporte l'électricité très haute tension. Ensuite, elle arrive à des postes sources où là, l'électricité, on transforme la tension, on abaisse la tension. Et là, c'est Enedis qui rentre en ligne de compte, où nous, on va être le réseau de distribution, donc le distributeur de l'énergie, pour aller ensuite jusque dans sa destination finale. Et là, vous avez des fournisseurs d'électricité qui rentrent en ligne de compte. Donc, la partie fourniture, là aussi, est en concurrence. En revanche, les deux blocs au milieu, que ce soit le transport ou la distribution, sont en monopole. Tout ce système électrique français est géré par la Commission de régulation de l'énergie qui veille à ce bon fonctionnement. Et donc, rapidement, sur la slide d'après, et j'en finirai là, l'émission d'Enedis. Donc, tu peux passer, Carole. L'émission d'Enedis, donc vous avez bien compris la partie distribution d'électricité. La première, bien sûr, c'est d'exploiter, de gérer et de moderniser le réseau électrique basse et moyenne tension sur le territoire français, d'assurer le dépannage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On voit souvent les hommes en bleu quand il y a des tempêtes. Eh bien, ce sont nos équipes qui sont largement présentes sur le terrain tout à l'heure quand on parlera des projets d'autoconsommation. Et puis d'accompagner l'ensemble des collectivités territoriales ou porteurs de projets sur leurs projets. Et en ce sens, aujourd'hui, nos métiers sont en train de pas mal évoluer. On se veut être aujourd'hui le service public de la transition écologique dans les territoires, puisque 95% des ENR, donc des énergies renouvelables, sont raccordées au réseau, parce que les bornes de recharge des véhicules électriques, directement ou indirectement, sont raccordées au réseau, et parce que les opérations d'autoconsommation dont on va parler aussi sont raccordées au réseau. Et donc tout ça, c'est vraiment les premières briques de la transition écologique qui sont possibles grâce à la première brique technologique qui est le compteur Linky communicant que nous avons maintenant fini de déployer en masse. Donc voilà pour la présentation très rapide. N'hésitez pas à poser des questions. Et puis je passe la main à Sylvain pour aller vraiment dans le détail maintenant de l'autoconsommation collective ou individuelle. Alors, Sylvain, pendant que tu prends la main, j'en profite pour dire à tout le monde, puisqu'on a eu pas mal d'arrivants entre-temps depuis le début, donc qu'on aura un moment de questions-réponses à la fin du webinaire tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas surtout à poser vos questions par écrit dans le petit onglet Q&R qui est en bas à droite normalement de votre écran. Et si jamais vous ne le trouvez pas, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours le faire dans l'onglet Discuter et on répondra à toutes ces questions-là tout à l'heure à la fin de la présentation. Sylvain, c'est à toi.
Merci Carole, bonjour à tous. Donc Sylvain Tellerin. Alors en effet, je suis chargé de relations clients entreprises à Montpellier dans la direction régionale Languedoc-Roussillon, mais je participe aussi à des groupes de travail sur l'autoconsommation collective chez Enedis, et c'est ce pourquoi aujourd'hui je suis là face à vous, c'est pour vous parler de l'autoconsommation. Alors justement, quand on parle d'autoconsommation, il faut bien distinguer 2 choses. Il y a l'autoconsommation individuelle d'une part et l'autoconsommation collective d'autre part. Lorsqu'on fait de l'autoconsommation individuelle, hein, tout simplement, on va dire que l'énergie qui est produite sur place est directement consommée sur place. Donc, c'est-à-dire le cas d'usage le plus habituel, c'est vous avez des panneaux solaires sur votre maison, vous les consommez et finalement, vous pouvez, si vous le souhaitez, réinjecter le surplus, mais la plupart de l'énergie est consommée sur place. Vous avez ensuite l'autoconsommation collective, où donc là, on a un ou plusieurs consommateurs et un ou plusieurs producteurs qui viennent finalement partager de l'énergie verte locale avec les différents membres de la communauté qui sont rassemblés sous une PMO, c'est une personne morale organisatrice qui vient un petit peu statuer et animer ce collectif, quoi. Donc finalement, l'autoconsommation collective, qu'est-ce que c'est? Donc on a, on va dire deux configurations. On a l'autoconsommation collective dans un même bâtiment, où on a, des panneaux solaires donc sur le toit de ce bâtiment, et où finalement on vient partager cette énergie produite, au sein du bâtiment, donc souvent, des différents, locataires, hein. On a différents, projets. Par exemple, on a le logis Cévenol à Alès, dans le Gard, où on a un bailleur social qui vient, du coup, alimenter, les différents, locataires, via la production, d'énergie solaire sur le toit. Donc il faut savoir que ça peut être aussi bien sur la basse tension que la HTA, et il n'y a pas de limite de puissance euh, d'un point de vue réglementaire. Dans un deuxième cas, on a un périmètre, ce qu'on appelle un périmètre étendu, où on retrouve finalement un partage d'énergie dans un rayon d'un kilomètre, donc 2 kilomètres de diamètre, entre les PDL, donc les points de livraison, les consommateurs ou producteurs les plus éloignés. Donc là, il faut savoir que sur le réseau de basse tension, on n'a aucune restriction sur la filière des installations de production. Par contre, sur la HTA, il faut obligatoirement qu'elle soit d'origine renouvelable, donc la plupart du temps photovoltaïque, hein, je ne vais pas dire plus de 95% du temps. On a un petit peu d'hydraulique, mais on pourrait bien évidemment avoir de l'éolien également, sachant que la production est plafonnée à 3 mégawatts. Et enfin, depuis l'année dernière, en octobre aussi, alors c'était pas octobre, c'était l'été, donc au mois d'août, on a eu une dérogation à 20 kilomètres donc de diamètre, mais uniquement dans le rural et sur dérogation donc du ministère de la Transition énergétique. Donc il en faut faire une demande auprès du ministère pour pouvoir avoir l'autorisation d'avoir ce périmètre étendu. Peut-être que Amaury vous en parlera après, mais Amaury, dans son projet de Loup-Kellar dans le Gard, a eu cette dérogation pour étendre son périmètre à 20 kilomètres, sachant qu'on est voilà, uniquement dans la même configuration, donc 3 mégawatts de production au maximum, et une filière obligatoirement ENR sur la haute tension. Sur la haute tension. Alors finalement, comment ça marche? Donc là, je vais vous décrire les 5 premières étapes. Donc l'étape numéro 1, finalement, c'est la personne morale, donc la fameuse association, par exemple, là, qu'on vous expliquait tout à l'heure, qui vient cadrer cette opération, qui communique du coup la répartition de la production locale à chacun des participants sur un pas de temps de 30 minutes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur chaque pas de 30 minutes, cette PMO va nous donner des clés de répartition. Donc vous les avez juste face à vous là, hein. Alors vous voyez que vous avez 3 clients et vous avez en orange la répartition souhaitée. Donc là, par exemple, la PMO souhaite donner 25% au client 1, 35% au client 2, 40% au client 3. Sachant qu'il y a différentes possibilités. Soit vous laissez entre guillemets la main à Enedis avoir des clés de répartition
standard, c'est-à-dire que nous, on se fie par rapport à la consommation de chacun et on fait une répartition en fonction de leur consommation. Après, il y a une possibilité d'avoir des clés de répartition statiques, donc c'est-à-dire que d'un mois sur l'autre, vous donnez tout le temps la même répartition d'énergie à chacun des clients, ou sinon vous pouvez faire du dynamique, c'est-à-dire d'un mois sur l'autre changer. Par exemple, là on arrive sur des mois d'été, au mois d'août, si un des consommateurs n'est pas présent et ne consomme pas, et ben, on peut tout à fait lui donner très peu d'énergie à ce moment-là et puis remonter à des taux plus hauts le mois suivant. Mais ça certainement, Amaury y reviendra, donc je ne vais pas y passer trop de temps. Comment ça se passe? Donc une fois qu'on a cette clé de répartition communiquée par la PMO, nous, on fait la relève des compteurs, donc des courbes de charge à pas de 30 minutes, de chaque participant et notamment grâce au compteur Linky, hein, qui nous permettent de récupérer ces données, à distance. Et puis, finalement, après, on vient faire, la répartition, en fait, de l'énergie en fonction des clés de répartition. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, la consommation, du client 1 est de 65 kilowatts. On voit que la puissance on va dire que la production d'énergie renouvelable est de 100, donc on donne 25 à ce premier. Donc sur les 65 kilowatts de consommés, il en a 25 d'énergie renouvelable en provenance de l'opération d'autoconsommation collective, et puis 40% en provenance de son fournisseur en énergie de complément, fournisseur de son choix d'ailleurs. Et donc, de même pour les trois consommateurs, et on voit bien que la totalité fait bien 100%, et puis ce complément d'énergie pour chacun des participants, quoi. Et enfin, Enedis publie donc aux parties prenantes, donc c'est-à-dire la personne morale, aux différents fournisseurs d'énergie, donc chaque fournisseur d'énergie pour chacun des participants, et puis les producteurs et les responsables d'équilibre. Donc voilà, ce sont les données d'Enedis et les calculs qui font foi auprès de ces différents acteurs. L'autoconsommation collective suscite un certain engouement, et oui, tout à fait, puisque voilà, on vous donne quelques chiffres tout chauds, hein, qui datent de fin juin 2022. Donc aujourd'hui, il y a 102 opérations d'autoconsommation collective qui sont en service en France, avec une répartition géographique telle quelle, hein. Donc vous voyez que la région Occitanie fait partie des régions, on va dire, les plus actives sur le sujet, avec 20 projets en service. Mais la région la plus active est aujourd'hui le Nord-Pas-de-Calais. Alors voilà, à toutes les mauvaises langues qui diront qu'il n'y a pas de soleil dans le Nord-Pas-de-Calais, bah, il s'avère que c'est la région dans laquelle il y a le plus d'opérations d'autoconsommation collective en service. Donc, pour vous donner un chiffre assez parlant, hein, c'est que chaque année, le nombre d'opérations d'autoconsommation collective est multiplié par 2. Et par rapport à la même date, aujourd'hui, on a plus de 38 projets par rapport à juin 2021. Donc on voit qu'une dynamique quand même est bien réelle. Voilà, ça concerne environ 1300 clients avec 1150 consommateurs et 158 producteurs pour une puissance totale de production de 5 mégas, hein, de 5 mégawatts. Et puis un autre chiffre qui est important, c'est qu'il y a 99 projets en opération en projet. Donc on voit que voilà, potentiellement on risque de doubler ce nombre de projets dans les mois à venir, quoi. Juste pour faire un petit zoom, là on voit par exemple en haut le taux d'autoconsommation moyen sur les opérations d'autoconsommation collective. Donc on voit par exemple sur le mois de janvier qu'il y a 86% en moyenne de l'énergie produite dans ces opérations qui est consommée en local, 88 en février, 78 en mars. Donc voilà, sachant que le complément pour aller jusqu'à 100% est souvent revendu en surplus en surplus. Et puis vous voyez en bleu finalement le taux d'autoproduction. Ça veut dire quoi finalement? C'est la couverture des besoins électriques grâce à cette énergie verte locale. Donc on voit que voilà, l'énergie est globalement consommée en très grande partie sur place, mais que pour autant aujourd'hui, elle ne couvre qu'une partie des besoins des opérations, quoi. Sachant que là, on voit qu'au mois de mai et au mois de juin, comme on a une filière solaire de plus en plus présente, qui a toujours été présente, mais en fortement présente, on voit que voilà, les mois les plus ensoleillés du mai-juin permettent d'arriver à des taux d'autoproduction vraiment intéressants, quoi. Et enfin, sur l'accompagnement d'Enedis. Donc comment ça se passe? Finalement, quel est le rôle d'Enedis?
Donc Enedis s'engage, à accompagner en fait tous ces projets, de territoire, hein, ces opérations d'autoconsommation collective, en mettant à disposition, des interlocuteurs. Alors vous voyez, à gauche la France découpée, en 25 directions régionales, et dans ces 25 directions régionales, il y a un référent autoconsommation collective pour accompagner les porteurs de projets, dans le montage de leur opération. Sachant que, voilà, il y a différentes, activités qui sont accompagnées par Enedis. Donc il y a une signature d'une convention d'autoconsommation collective. Il y a bien évidemment le raccordement de la centrale de production si elle n'est pas, encore raccordée, la mise à disposition de compteurs, Linky pour les compteurs qui ne seraient pas encore passés, en compteurs communicants. Donc voilà, donc nous on est vraiment, là pour accompagner les porteurs de projets, bien évidemment, dans la mesure de nos missions de service public, donc voilà. Peut-être, ouais, les 3 points qui sont mentionnés au milieu là, hein, c'est que tous les participants, sont raccordés au réseau public de distribution, hein, pour pouvoir participer à une opération d'autoconsommation collective. Il y a une électricité de qualité même en l'absence de production locale, puisque comme je vous disais, il y a bien un complément de fourniture via un fournisseur, pour toute l'énergie de complément. Tous les participants sont équipés de compteurs Linky, et puis enfin la fameuse PMO que je vous disais, qui est signée entre, la personne morale et puis le GRD, hein, qui est le gestionnaire de réseau de distribution, qui est Enedis sur 95 du territoire français. Sylvain, si tu permets, je Oui, voudrais juste accentuer 2 points là que tu viens d'évoquer sur le slide vas-y. précédent. Le premier, c'est la question du raccordement. Aujourd'hui, on fait face côté Enedis à un accroissement, une dynamique extrêmement forte. Ça vous l'a été présenté sur l'autoconsommation collective, mais c'est vrai aussi sur tous les raccordements de producteurs, quel que soit du plus petit au plus grand. Donc, on a une augmentation d'activité, une croissance extrêmement dynamique sur le sujet. Donc, si au bout du téléphone, il y a des porteurs de projets éventuels, il est vraiment indispensable que dès l'origine du projet, vous puissiez vous rapprocher d'équipe d'Enedis pour qu'on vous accompagne dans ce projet et qu'on vous donne des conseils. On a des simulateurs de raccordement disponibles en open data et accessibles aussi sur des sites spécialisés le portail spécialisé pour les collectivités locales. Donc, il est vraiment primordial qu'on puisse être embarqué dès le démarrage du projet pour vous aiguiller, pour éventuellement vous faire peut-être revoir certaines données du projet, et puis surtout pour que vous puissiez prendre en compte les délais de raccordement qui nécessitent parfois des renforcements de réseau. Donc, ça peut être à la fois avoir un certain coût et surtout un certain délai qu'il est important de bien prendre en compte dans le projet. Au risque d'avoir des panneaux installés et puis ensuite pas de raccordement possible dans des échéances courtes. Donc bien entendu, c'est dommageable pour le modèle économique du projet. Donc ça, c'était vraiment le premier point sur lequel je voulais insister. Le deuxième point, c'est ce qu'a dit Sylvain, hein, toutes les opérations d'autoconsommation sont bien raccordées au réseau. Donc on ne parle pas d'autarcie énergétique, parce que ça irait, et d'ailleurs le législateur a bien verrouillé les différents textes pour éviter qu'on tombe dans cette extrémité-là, puisque ce qui fait la force du réseau public de distribution, c'est sa péréquation, c'est le fait qu'il est interconnecté en France et d'ailleurs aussi à l'international, et que, vous l'avez vu dans les chiffres, il y a de toute façon toujours besoin d'un complément par des fournisseurs et donc par de l'électricité acheminée par le réseau. Voilà, donc ces 2 points-là sont assez importants à avoir en tête pour vous qui nous écoutez. Je te laisse poursuivre, Sylvain, merci. Alors merci pour Merci. ces compléments. En effet, ces 2 points très importants, qu'il faut bien avoir en tête si vous veniez à porter, un projet d'autoconsommation collective. Et donc, si j'arrive à ma dernière slide avec la transition vers les communautés énergétiques, donc vous n'êtes certainement pas sans savoir que, voilà, l'Union, européenne a légiféré, il y a quelques années maintenant, c'est en 2016 si je ne dis pas de bêtises, sur, les communautés, énergétiques. Donc on a parlé d'autoconsommation collective où on est vraiment dans le cadre, du partage d'énergie et notamment partage d'électricité. Là, on va dire qu'on est dans des domaines un petit peu plus larges avec deux objets, alors la CER et la CEC. La CER, c'est la communauté d'énergie renouvelable, où l'objet finalement
de venir partager, mais aussi cofinancer ou coparticiper à des activités d'énergie. Donc là, par exemple, pour une communauté d'énergie renouvelable, pourrait venir cofinancer une centrale solaire, puis après consommer cette énergie avec les différents membres de la communauté, sachant que cette énergie devrait obligatoirement être d'énergie renouvelable. Il y a une notion vraiment de local qui est très importante, hein. Il faut que la centrale photovoltaïque, là, dans notre exemple, soit à proximité du coup des consommateurs et des producteurs. Donc voilà, il faut bien avoir le cadre renouvelable, mais aussi local pour pouvoir prendre part dans ces communautés d'énergie renouvelable. On a un deuxième objet qui est les communautés énergétiques citoyennes, où là, on est sur, on va dire, des activités beaucoup plus larges, où il peut y avoir des services, notamment des services énergétiques, par exemple de recharge de véhicules électriques. On est sur du multi-énergie. Il peut y avoir de la fourniture d'énergie et être responsable d'équilibre pour ces communautés. Donc, on voit que l'objet est un petit peu plus complexe, mais permet, on va dire, voilà, des activités un petit peu plus larges. Peut-être les points sur lesquels il faut peut-être insister. Alors, vous n'êtes peut-être pas sans savoir non plus que le décret est attendu, hein, là, dans les prochaines semaines ou prochains mois pour officialiser, on va dire, d'un point de vue législatif, la création de ces communautés en France. Et donc, peut-être les trois petits points sur les objectifs de ces communautés, c'est vraiment de fournir des avantages environnementaux, économiques et sociaux à leurs membres plutôt que de poursuivre une logique financière et lucrative. Et notamment, il semblerait que les grands groupes soient écartés de ce type de communauté. Et donc, du coup, on aurait vraiment des petites entreprises et des clients résidentiels. Favoriser bien évidemment le développement des ENR, hein. Finalement, c'est à donner un peu plus de marge de manœuvre aux citoyens et aux locaux pour pouvoir développer des projets d'énergie renouvelable. Et donc, du coup, voilà, c'est ce que je disais, leur faciliter aussi l'accès au marché de l'énergie qui est aujourd'hui peut-être un peu plus compliqué d'accès pour ces acteurs, quoi. Et peut-être pour terminer, les deux derniers points clés, c'est que ces communautés ne sont pas détentrices finalement du réseau public de distribution et ne l'exploitent pas. Alors les textes européens laissaient cette ouverture, parce que la France a décidé de ne pas ouvrir. Et donc du coup aussi que le code de l'énergie vient préciser que les CER et les CEC peuvent être PMO d'une opération d'autoconsommation collective. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que ces CEC peuvent aussi organiser une opération d'autoconsommation collective avec ses différentes parties prenantes. Et donc ça, c'était quand même un point important. Voilà pour ma part. Je laisse la main à Amaury sur sa partie BOGA. Merci beaucoup, Sylvain. N'hésitez pas toujours, hein, si vous avez des questions, à nous les indiquer en bas de l'écran. Vous avez la partie Q et R, ou bien dans la partie simplement messagerie entre nous. Amaury, tu as la parole. Et ton micro est coupé. Activez le son. Ok, bonjour à tous. Je vais vous présenter BOGA et ce qu'on y fait. Donc, l'écran, c'est bon? C'est tout bon. Oui. Ok. BOGA, une société à mission qui a été créée en octobre 2019 avec un objectif de développer une économie un peu plus vertueuse, éthique et partagée. Donc, on se veut concepteur et opérateur de communautés énergétiques et d'autoconsommation collective en particulier. Donc, on est situé aujourd'hui à Montpellier, mais on rayonne sur toute la France avec plusieurs projets en France. Donc, les grands principes, hein, on revient un peu en détail sur ce que Sylvain a présenté tout à l'heure. Donc, l'idée, on est plutôt sur de l'autoconsommation qu'on appelle, nous, complexe, des programmes d'autoconsommation collective complexes, à savoir qu'on va venir valoriser les surplus des autoconsommations individuelles au sein d'une communauté.
Donc, c'est un peu les grands principes qu'on voit ici, hein. Donc, vous avez déjà sur le réseau des personnes en autoconsommation individuelle. En fait, on va venir, aujourd'hui, elle réinjecte directement sur le réseau. Et donc, on va venir créer, récupérer, entre guillemets, cette énergie pour l'injecter virtuellement, hein, pour la repartager entre les membres de la communauté du projet d'autoconsommation collective, ce qui permet notamment une valorisation locale de l'énergie, mais également aussi de donner accès à cette énergie à des utilisateurs qui ne pourraient pas forcément le faire en temps normal. Alors, je parle d'aspect financier, mais je parle aussi d'aspect géographique, hein, des maisons qui sont sous les platanes ou des industries qui sont à l'ombre, ça existe, et donc ça permet de repartager et de un peu diluer aussi les investissements. Et ça a permis aussi d'alimenter d'autres éléments de stockage, par exemple, qui ne seraient pas reliés en autoconsommation individuelle. Donc, notre job, hein, c'est d'organiser cette couche, et donc avec toute sa complexité à la fois administrative et technologique. Donc voilà, je parlais de complexité, hein. Donc déjà, le schéma précédent vous démontre qu'il y a une complexité dans la gestion des données, dans la gestion du projet. Il y a aussi évidemment une complexité administrative, hein. Il y a je sais pas, allez, entre 8 et 10 interlocuteurs à toucher pour créer une communauté énergétique et une autoconsommation collective. Bon, il y a Enedis, évidemment, quand c'est sur le territoire du gestionnaire. Derrière, c'est aussi l'urbanisme, les installateurs, les fournisseurs. Il y a une partie quand même, la création de la PMO, c'est assez réglementé. Donc, il y a une partie aussi droit de l'énergie, droit des associations ou droit des sociétés, droit des collectivités. Donc, il y a quand même une complexité, une couche de complexité administrative. Et puis une complexité technologique, bien évidemment, puisqu'il faut réussir à travailler sur ces clés de répartition. Aujourd'hui, les programmes, hein, sont difficilement rentables, hein. On parlait tout à l'heure du programme de ALS avec le bailleur social, le logiciel Venol. Cette communauté, ce programme d'autoconsommation collective n'a pas une visée financière, très clairement. Et puis, elles sont mal connues. Quand on parle d'autoconsommation collective, ça veut dire ce que ça veut dire. Communauté énergétique, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais quand on rentre dans les détails, c'est plus compliqué. Donc, Beoga, on a travaillé sur les deux aspects, simplicité et performance. Donc, simplicité, notamment dans l'accompagnement, hein. En fait, on accompagne la communauté ou le projet d'autoconsommation collective depuis le recrutement des membres jusqu'à la mise en opération et après sur l'opération. Donc, on a un peu formalisé toutes ces procédures administratives, notamment avec Enedis, mais aussi avec toutes les autres parties prenantes pour avoir une démarche assez simple. Et puis, on a travaillé sur notre écosystème et technologique que je vais vous présenter après, avec un objectif, hein, c'est de développer au maximum ce qu'on appelle, nous, le locavorisme énergétique. Donc, notre écosystème technologique, il se base sur quatre piliers. Donc, le premier, c'est donc on a un ERL, un émetteur radiolinky, qui vient se plugger sur les compteurs communicants, donc dans ce cas-là chez Enedis, sur les Linky, et qui permet de récupérer l'information en temps réel. Donc, l'ensemble de notre système est en temps réel. Donc, on parlait tout à l'heure des transmissions d'informations à Enedis toutes les 30 minutes. Nous, on le fait toutes les 30 secondes. On gère toutes les 30 secondes aujourd'hui, tout simplement pour avoir beaucoup plus de réactivité sur les potentiels pilotages. Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, on utilise la même donnée qu'Enedis, hein. Tout à l'heure, on parlait du tiers de confiance Enedis, puisque c'est les données d'Enedis qui font foi sur le marché avec les acteurs du marché. Donc, on utilise exactement les mêmes données, ce qui fait qu'il n'y a pas de problème de corrélation entre ce qu'on aurait calculé et ce que le réseau comprend ou voit et ce que les fournisseurs voient. Donc, c'est quand même un aspect assez important. Pour le cas d'un producteur, donc cette ERL est connectée avec un boîtier, un boîtier connecté, qui lui-même récupère les informations de tout ce qui est onduleur, borne de recharge de véhicules électriques, onduleur batterie. Et puis, ce qui permet déjà de calculer la consommation aussi réelle de l'utilisateur en fonction de ce qui est injecté ou suturé et de ce qui est produit ou stocké. Donc, ce boîtier
envoie l'ensemble des données sur nos serveurs. Donc, le serveur reçoit l'ensemble des données en quasi-temps réel de tous les producteurs et consommateurs. On a travaillé sur des algorithmes, notamment de clés de répartition. Donc, j'en parlerai après, je vais finir la présentation techno. Et ensuite, on a une interface qui est sur une application qui est elle aussi en temps réel et qui permet à tout à chacun en fait de se situer en fonction de sa propre production et de sa propre consommation, mais aussi en fonction de celle de la communauté. Ce qui permet aussi, on essaie d'intégrer au maximum de l'intelligence humaine, ce qui permet à tout à chacun de déclencher une charge peut-être à un moment propice, là où il y en a encore dispo chez lui, voire où il y en a dispo dans la communauté, plutôt qu'entre guillemets de la gaspiller. Alors, je ne sais pas si on voit mon écran, mais là, par exemple, on a une appli sur la communauté. Donc ça, c'est les données de Smart Lookila que je vous présenterai tout à l'heure. Donc au niveau donc ça, voilà, c'est en vrai, c'est un peu, je viens de montrer l'application, mais un émetteur Radio Linky, alors c'est le boîtier Janine V1, on a une V2 aujourd'hui. L'application aussi a été mise à jour. Alors, Smart Look, le pilote qu'on a lancé dans le Gard, donc qui est aujourd'hui, c'est 7 membres qui ont été mis en autoconsommation collective avec 5 points de production, 3 points de stockage stationnaire, 1 puis 2 véhicules électriques en véhicule to grid, donc qui réinjectent sur le réseau. Donc ça, c'était le projet initial sur lequel on a fait nos armes. Tant sur le programme de recherche et développement que sur l'aspect humain et acceptabilité. Et aujourd'hui, en fait, ce programme, il s'est étendu. Comme disait tout à l'heure Sylvain, on a une dérogation sur 20 km. Et donc, la liste des prétendants s'allonge. Donc, du départ de 7, aujourd'hui, on est à 11 ou 12 membres qui sont connectés là au mois de juillet. Et tous les mois, on a une dizaine de membres en plus qui se mettent en queue de peloton. On a une cinquantaine de membres aujourd'hui en attente de voir s'ils sont, de voir s'ils vont rejoindre ou pas cette association. Donc, on a beaucoup travaillé sur les clés de répartition et sur le pilotage des batteries. Bon, ça, c'est l'écosystème aussi. Voilà, quand on parlait du nombre d'interlocuteurs, c'est un peu l'écosystème de Beoga, pas de l'association, mais en fonction des différents sujets. Au niveau de donc, ce que je disais de la R&D, on a 2 programmes de R&D avec des laboratoires, donc le LIRM à Montpellier, 3 programmes de R&D, pardon. Le LIRM à Montpellier, le G2E Lab à Grenoble et l'IFPEN. Et on rédige régulièrement des papiers qui paraissent dans les revues scientifiques et on participe à des conférences. Et donc, on a développé nos propres clés de répartition, donc qui sont des clés de répartition appliquées toutes les 30 secondes, avec une complexité en fait où la clé de répartition peut changer toutes les 30 secondes pour s'adapter au mieux à l'intérêt de la communauté. Et elles sont multi-objectifs. Ça peut être un objectif financier, un objectif de maximiser la consommation, et donc un objectif environnemental, ou, et ça c'était un peu le trou dans la raquette des clés de répartition existantes, de façon équitable. Puisque par exemple, si on prend la clé de répartition standard utilisée chez Enedis, c'est plus vous consommez, plus vous avez droit de l'énergie de la communauté. Et on a un peu inversé le paradigme en disant mais c'est plus vous allez faire d'économies, plus vous aurez droit à de l'énergie de la communauté. Alors ça, c'est une vision un peu de la coopération entre Enedis et Beoga. Donc, ce que nous a apporté Enedis, c'est ce qu'on a aussi un peu apporté, et vice-versa, puisqu'on travaille de concert depuis le début des projets. Donc, du côté d'Enedis, effectivement, il y a eu un déploiement anticipé des compteurs Linky sur le projet, un accompagnement réglementaire. Il y a cet aspect validation, tiers de confiance qui est très, très important dans le cadre même du processus d'acceptation par les utilisateurs.
On a une coopération qui est mise en place sur tout ce qui est communication sur le sujet. Et puis nous, de notre côté, on fait un peu des retours d'expérience sur l'utilisation des procédures Enedis, le système, le SI de Enedis, quelques tests. Et puis, je dirais qu'on valorise aussi un peu le Linky lui-même, puisqu'on pousse l'utilisation du Linky à des choses qui n'étaient pas forcément encore étudiées ou utilisées. Et puis, un des axes, par exemple, de marketing communication, c'est que sur les salons où on est avec Enedis, on crée une autoconsommation collective directement sur le salon, en fait, entre le stand d'Enedis et nous, par exemple. Et le dernier salon des maires dans le Gard, c'était même avec un troisième stand. Donc Smart Lookie là, voilà, donc, les données sont plus tout à fait encore à jour, elles changent quasiment tous les jours. Donc on est labellisé par le pôle de compétitivité et par le ministère de la Transition écologique. Et donc tout à l'heure, on parlait statistiques. Donc en juillet 2021, qui est le mois un peu plus compliqué sur l'autoconsommation, nous, on était monté à 80% d'autoconsommation, ce qui était pas mal. Alors, tout ce qui est mois d'hiver, on est quasiment à 100%, hein, il y a pas de sujet. Et par exemple, dans les algorithmes aussi sur lesquels on travaille, il y a les algorithmes justement de définition du meilleur profil suivant. Quel profil suivant devrait intégrer la communauté pour avoir des résultats meilleurs à la fois pour la communauté et pour les membres, et pour le membre, ou alors de validation d'un nouveau profil. Est-ce que si le nouveau profil arrive, est-ce que ça va avoir un impact positif ou négatif sur la communauté? Et on travaille aussi sur les tailles critiques des communautés, à partir de quand il vaut mieux créer 2 communautés plutôt qu'une. Donc ce projet en France, c'est le premier projet avec batterie sur multisite. C'est le premier projet avec batterie décentralisée, c'est-à-dire qu'en fait, on a un membre justement qui a l'ombre des platanes, chez qui on a installé une batterie et en fait qui profite aussi du système. La journée, il charge les surplus et le soir, il utilise la batterie avec les surplus chargés dans la journée. Donc ça permet aussi à des gens qui veulent participer à l'effort ou participer au projet de pouvoir y participer autrement qu'en faisant que de la production. C'est le premier projet en France où on intègre du véhicule électrique. Notre borne, c'est la première borne véhicule to grid du réseau français. Et à ma connaissance, c'est toujours la seule. Donc véhicule to grid réel, c'est-à-dire qu'on injecte sur le réseau pour une personne lambda. Et puis, c'est aussi le premier projet d'autoconsommation collective à périmètre variable, à savoir que tous les mois, des membres peuvent rentrer et peuvent sortir. Et à chaque fois, on recalcule les clés de répartition. Donc, ce n'est pas un périmètre figé. Et puis, c'est le deuxième en France qui a une dérogation sur 20 km. Après, j'insiste sur l'innovation. Alors, c'est de la technologie, de l'usage et tout ça, mais en fait, c'est une innovation sociale qui est qualifiée de rupture dans le sens où on crée un nouveau modèle d'affaires dans la gestion des énergies. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de projets plus ou moins matures et avec différents profils, que ce soit des aménageurs, des zones industrielles, beaucoup de collectivités, évidemment, un peu partout en France. Donc notre équipe, globalement, on a une empreinte internationale dans le sens où, comme vous l'avez vu au départ, le projet est né en Asie. Ensuite, localement, l'équipe est localement basée à Montpellier, ce qui nous permet de focaliser sur le développement en France. On a un projet en Belgique, là, d'ailleurs, qui vient de rentrer. Alors, les résultats. Donc, nos objectifs, c'était 20% d'énergie renouvelable locale. En fait, on a augmenté le taux d'autoconsommation de 29,17% sur ce fameux mois de juillet. Donc, on va dire que c'était le mois critique. Et on avait un objectif de baisse des coûts de baisse de coûts de la facture énergétique dans son ensemble. Et aujourd'hui, sur le projet de Smart Lookila, on atteint plus 24% de gains sur 25 ans des installations en autoconsommation collective. Après, voilà, si on appliquait ça au marché français, donc juste c'est 20% et 15%, je ne parle pas des résultats qu'on a sur le Keller. C'est 5,5 tranches de PR qui permettraient d'être économisées. Et si on applique ça à la Pologne, qui est un marché très carboné, c'est 70 millions de tonnes de CO2 par an en moins. Les bénéfices pour les collectivités et ou les entités en face, donc pour les
les membres, et c'est effectuer des économies sur la facture énergétique, hein. C'est quand même un des objectifs. Si ça avait été beaucoup plus cher, je pense qu'on aurait beaucoup moins de, beaucoup moins de volontaires. C'est un moyen de devenir acteur de la transition et de s'approprier le sujet de la production énergétique. Et c'est aussi disposer d'un outil d'aide à la sobriété, hein, par l'application. Et en fait, le fait d'avoir la donnée en temps réel, il y a de nombreuses études qui démontrent qu'il y a un impact sur la consommation. Pour les entités, donc là, c'est plutôt aspect collectivité, mais c'est valable pour tout le monde, hein. C'est concrétiser des objectifs de transition écologique, hein. L'autoconsommation collective est un outil supplémentaire pour arriver à ces objectifs. Ça permet d'associer des membres autour d'un projet commun, lutter contre l'augmentation des coûts et la précarité énergétique, puisqu'on peut décider au sein d'une communauté énergétique ou d'une autoconsommation collective de donner de l'énergie à certains profils. Valoriser le patrimoine plus facilement, puisqu'on améliore les retours sur investissement en limitant l'artificialisation des sols. Participer à l'équilibre du réseau aussi, puisque on permet on peut s'effacer de temps en temps, et on permet de piloter un peu plus intelligemment les consommations. Et puis c'est aussi un outil d'acceptabilité des nouveaux usages. Donc là, je pense au Linky en particulier, mais aussi aux véhicules électriques, à une meilleure intégration de l'ensemble des systèmes. Avec nous, on a vraiment un axe de bataille, c'est l'appropriation par l'utilisateur, qui fait qu'en fait, il comprend mieux les mécanismes. Et derrière, il y a certains sujets qui sont du coup un peu décrispés ou décristallisés. J'en ai fini. Merci de m'avoir écouté. Et puis, Carole, je te laisse reprendre la main. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va arrêter le partage d'écran. Merci beaucoup, Amaury, pour cette intervention. Merci beaucoup, Sylvaine et Sylvain. Très, très intéressant. C'était très concret. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé ça très concret. J'ai une question qui est arrivée par un des spectateurs. C'était, je pense que tu as répondu, mais on va laisser Bruno Sadorge nous dire si la réponse a été faite. C'était quel est l'intérêt justement pour le consommateur final de l'autoconsommation. Donc l'intérêt, tu en as parlé à Maurice, c'est bien de faire des économies. Tu en as dit quelques-uns. Moi, j'ai retenu aussi que ça permettait au niveau social de lutter contre la précarité. Donc, ça peut effectivement être aussi un grand bénéfice pour les consommateurs finaux. Je te laisse peut-être continuer à répondre. Les deux, ce qu'on a comme retour des membres, des bêta-testeurs qui n'en sont plus, le premier sujet, c'est les deux axes, c'est écologique et en plus économique, ou c'est économique et en plus écologique. Ça, c'est les deux axes. Et le troisième axe qui ressort maintenant, après 1 an et demi, après 15 ou 16 mois de test, c'est que ce qui prend le dessus, c'est la solidarité en fait entre les membres. Alors, il n'y a pas une solidarité, je dirais, focalisée en disant « Ah, j'ai donné à tel voisin, je n'ai pas donné à l'autre », puisqu'en fait, les clés de répartition, nous, on les calcule avec une logique équitable, comme je disais, ou avec des objectifs un peu variés. Mais c'est en fait de dire « Mais on participe ensemble à quelque chose ». Et cet aspect solidarité, il ressort sur les 7 profils, dont il y a une mairie, hein, dans les profils. Donc, bon, c'est un peu à part, mais sur on va dire les 6 profils utilisateurs, les 4 sur les 6, c'est ce qui ressort maintenant. C'est qu'il y a aussi un aspect d'effort commun qui fait que derrière, je ne suis pas tout seul à faire mes petits efforts dans mon coin. On entend souvent, oui, ok, la transition écologique, mais ce n'est pas moi, en arrêtant ma clim, qui vais faire quelque chose. En fait, là, ça s'amplifie et c'est visuellement, ça se voit. Ça se voit avec l'application, ça se voit avec les résultats et ça se voit avec la facture à la fin de l'année, quoi. Ouais, et d'ailleurs, Amaury aussi, tu l'as mentionné, mais je voulais le souligner. C'est vrai que tous les consommateurs n'ont pas la possibilité aussi d'installer des panneaux photovoltaïques sur leur toit, hein, puisqu'ils sont locataires, parce que leur toit est mal exposé ou ne le permet pas. Donc, c'est aussi l'occasion aussi pour ces consommateurs de faire partie de cette communauté, même si eux, ils ne sont pas, on va dire, parfaitement disposés pour pouvoir faire de la production locale, quoi. C'est un point important aussi. Et peut-être également en complément, en fait, et ça c'est vrai que c'est très présent dans le projet de Beoga, c'est que l'idée c'est aussi de rendre les gens acteurs de leur consommation. Et le simple fait
de commencer à suivre quelque chose, donc là en l'occurrence sa consommation énergétique, va produire des effets et nous permet de réfléchir sur quand est-ce que je lance ma machine à laver, quand est-ce que je dois brancher mon véhicule électrique, etc. Et donc, voilà, il y a ce processus d'entraînement et c'est en ça que le projet est un projet aussi social d'une certaine manière, en plus d'être économique et écologique. Parce qu'on rend conscient les gens et à l'heure où on parle, eu égard à la crise énergétique et aux enjeux, bien sûr, la question de la sobriété, de nos propres manières de consommer va être au cœur des débats. Donc, on peut imaginer que c'est, comme disait Carole tout à l'heure, la proposition d'Amaury via sa start-up est une solution, peut être une solution aux enjeux énergétiques de demain. Oui, donc il y a le collectif, il y a le social, le collectif et l'effort collectif, je retiens aussi, qui sont des cadeaux cachés, ou enfin des effets induits très intéressants. Ouais, c'est un peu la volonté des CEC finalement, hein, d'avoir cet aspect citoyen qui va placer peut-être les intérêts autres que financiers avant tout. Et puis voilà, la technologie toute seule, elle sert à rien. La bonne volonté toute seule, je ne veux pas dire qu'elle sert à rien, elle sert, mais là, du coup, la technologie, elle sert la bonne volonté. Et donc, globalement, les résultats sont bien meilleurs. Ok, merci beaucoup, Amaury. Sylvaine. Alors, j'ai comment dire, une suite à la question. Donc, est-ce qu'on sait estimer les économies qui sont générées pour un locataire ou un copropriétaire par l'autoconsommation? Est-ce qu'il y a des premiers retours d'expérience sur les économies générées? Donc là, tu en as parlé tout à l'heure, mais peut-être si tu te places… En chiffres, on les a, oui. Sur le Keller, donc je mets de côté la collectivité parce qu'elle a en fait, les panneaux sont installés sur un stade et le stade, c'est quand même très dépendant du climat, donc il y a de l'arrosage, des choses comme ça. Donc sur les économies, pour les 6 propriétaires, c'est allé de 350 € à 3 800 €. Alors, je m'explique sur les 3 800 €, hein, ce n'est pas sur la facture d'électricité. Les 350 €, c'est la plus petite économie sur la facture énergétique et c'est chez une personne qui est au gaz, chauffage au gaz. Donc, c'est vraiment sur la partie électrique. Et chez, je dirais, la personne la plus assidue à l'application, qui va peut-être falloir que je travaille d'ailleurs sur la dépendance à l'application, mais on est à 1 800 € d'économie sur l'année. Et là, par contre, c'est une personne qui est full électrique avec piscine, voilà. Et les 3 800 €, en fait, c'est sur un profil où on a supprimé tout ce qui était… donc là, on a pris la facture énergétique au global, où on a transformé tout ce qui était fuel en pompe à chaleur, isolation de la maison, véhicule électrique. Et donc, sur l'année 2021, voilà, l'économie globale, c'est 3 800 €. Donc, comme je disais, les objectifs, c'est 15%. Et en fait, dans nos travails de clé de répartition, on peut fixer ça comme objectif, par exemple, que chaque membre fasse au minimum 15% d'économie sur sa facture énergétique. Sachant qu'on est aux manettes aussi du dimensionnement des installations et des systèmes, on récupère toutes les données de consommation en amont et on propose des installations qui sont en adéquation avec ça. Ouais, je peux peut-être Sylvain, oui. Ouais, pardon, Véronique. Je peux peut-être donner un deuxième exemple. Par exemple, on parlait du logis Cévenol tout à l'heure. Donc, pour vous donner 3 chiffres, il y a dans 3 bâtiments en tout 100 locataires. Il y a une centrale solaire de 100 kW qui a été installée et l'économie est d'environ 100 € par an. Donc, on parle souvent des 300, quoi. 100 locataires, 100 kW et 100 € par an d'économiser pour chaque locataire. Voilà. Ce qui correspond peu ou prou à ce qu'on a, nous, avec le plus léger, puisqu'il a 3 kW de crête et il fait 350 €. Donc, on peut considérer qu'en gros, 1 kW de crête, c'est 100 € d'économie. Tout à fait. Merci pour cette réponse très, très précise. J'espère que ça aura satisfait M. Sadorge. Moi, j'ai une question à vous poser aussi. Si demain, je veux me lancer dans un projet de communauté énergétique, comment est-ce que je m'y prends? Soit je suis une collectivité, soit je suis un promoteur immobilier. Comment est-ce que je m'y prends? C'est quoi les premiers steps voilà.
combien de temps ça me prend, etc. Vous venez me voir, voilà, c'est tout. Non, après, c'est Premier vrai que pas, on va voir Amaury. oui, non, mais c'est vrai que enfin, ça passera par Enedis de toute façon, si c'est sur le territoire d'Enedis. Hein. Mais c'est vrai qu'on a intégré un peu, ça reste quand même encore des projets très confidentiels, entre guillemets. Il n'y a pas 10 000 projets. Hein. On entend voilà, nous, on a 60 projets dans le pipe. Enedis a annoncé 90 projets en cours, donc déposés déjà chez Enedis. Donc, je dirais que le monde de l'autoconsommation collective est encore assez petit et finalement, on connaît tous les interlocuteurs au bout d'un moment. Après, ça peut passer aussi directement chez Enedis. Hein. Les collectivités, elles vont voir chez Enedis. Après, moi, ma vision, c'est pas ma vision, je pense que je ne vais pas aller à l'encontre d'Enedis, mais c'est qu'effectivement, Enedis accompagne. Il ne peut pas être porteur de projet, par exemple. Donc, c'est ce que je perçois. Hein. Sylvain ou Sylvain, vous prenez la main si je dis des conneries. Et donc, derrière, effectivement, l'abord est compliqué parce que les collectivités qu'on a en client qui sont venus nous voir finalement, c'est alors j'ai vu avec Enedis, ok, il faut que je fasse ça avec Enedis. J'ai vu avec le fournisseur éventuellement de la collectivité, ok, il faut faire ça, mais il faut que je vois un installateur, il faut que je trouve un installateur déjà, il faut que je vois un installateur. Est-ce que l'installateur il est fiable ou pas fiable? Qu'est-ce que je dois faire après? Qu'est-ce que je dois faire avant? Il y a quand même pas mal d'étapes. Et c'est vrai que d'aller voir un BE ou de venir nous voir, hein, c'est quand même, je pense, la meilleure chose à faire. Et pas tous les BE non plus. Bureau d'études. Oui, pardon, bureau. Sylvain, est-ce que vous voulez compléter? Je ne sais pas, Sylvain, si tu veux dire un mot, ou sinon je peux. Non, mais en effet, Amaury, la solution qu'il propose, c'est d'être un assemblier et de faire le lien avec tout cet écosystème qui reste complexe à l'heure actuelle. On a des retours d'expérience de collectivités qu'on a accompagnées qui ne sont pas sous le format communauté énergétique, mais qui sont sur de l'autoconsommation collective. Et en effet, notamment sur des communes dans le Gard que je connais bien, à Rousson, qui a équipé une école de panneaux photovoltaïques et qui est donc sur un principe d'équipement d'autoconsommation collective avec les équipements de la mairie, le stade, la salle des fêtes, etc. Et en effet, au bout d'un an, il nous a dit plus d'une fois, j'ai voulu lâcher l'affaire et abandonner le projet parce qu'il y a une certaine complexité. Donc, c'est aussi des choses que Enedis entend. Et Sylvain travaille justement à essayer de proposer un processus chez Enedis. Alors là, je parle vraiment que de l'autoconsommation collective. Hein, je ne parle pas de propositions telles que celle d'Amaury qui est un peu plus sophistiquée, mais pour essayer de simplifier ces démarches. Voilà. Et dans tous les cas, pour répondre à la question de la personne, comme l'a dit Amaury, il faudra de toute façon, et c'est ce que j'avais dit tout à l'heure en préalable, et aujourd'hui c'est encore plus important dans un contexte de croissance d'activité de producteurs chez Enedis, de demande de raccordement de producteurs chez Enedis, il faut impérativement à un moment donné qu'Enedis soit dans la boucle pour vous mettre sur la bonne voie, vous donner les bons conseils et anticiper au mieux le raccordement qui peut parfois être assez long. Alors justement, là, j'ai une question sur le plan du raccordement. Donc, une question de M. Mertz qui nous demande si, pour créer une communauté, il faut créer un nouveau réseau différent de celui qui existe déjà. Donc là, je pense qu'on parle de raccordement. Et si oui, combien ça coûte en fait? Quels sont les investissements qui sont à prévoir? Et est-ce que l'énergie produite est renvoyée sur le réseau Enedis? Je pense que vous avez partiellement répondu à la question tout à l'heure en disant que ça pouvait être le cas s'il y en avait trop. Mais je laisse les spécialistes répondre. Ouais. Alors, non, on n'a pas à créer un nouveau réseau. Hein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure en préalable. Vous n'êtes pas en autarcie quand vous êtes en communauté énergétique ou en autoconsommation collective. Vous êtes bien raccordé au réseau public de distribution. Je te laisse compléter, Sylvain. Oui, tout à fait. Et peut-être que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais dans ces fameuses communautés, il est bien mentionné que le partage d'énergie a lieu dans le cadre de l'autoconsommation collective. Et qui dit autoconsommation collective dit obligatoirement raccordement du coup au réseau public de l'ensemble de ses membres consommateurs et producteurs. Donc oui, il n'y a pas de réseau, c'est bien le réseau public qui vient du coup être utilisé pour le partage d'énergie. Et l'investissement pour le raccordement?
Comment ça se passe? Alors là-dessus, je vais prendre le relais peut-être. Donc effectivement, on utilise le réseau Nedis et c'est tout l'intérêt en fait de l'affaire, c'est que on utilise un réseau existant, on le valorise encore mieux. D'ailleurs, on continue à payer les taxes sur le réseau quand on l'utilise pour l'autoconsommation collective. Enfin les taxes, le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité. Et derrière, au niveau des investissements, en fait, l'investissement en termes de production est le même qu'une autoconsommation, dans notre cas, est le même qu'une autoconsommation individuelle. Et on vient valoriser encore mieux ce surplus d'autoconsommation individuelle, en fait. Et après, il y a un investissement dans le système de suivi en temps réel, qui est de l'ordre de 500 €, mais qui est largement compensé par le fait on développe des politiques d'achat groupé sur les installations. Si vous venez voir un installateur en disant, voilà, j'ai une communauté avec 10 installations, c'est pas la même chose que d'aller négocier une petite installation chez soi. Et donc, on couvre largement ces frais-là et les subventions, puisque notre modèle a été monté sans subvention. Enfin, il est monté pour être performant sans subvention. Parce que les subventions, c'est sympa, mais ça ne peut pas durer toute la vie. Donc voilà. Merci. Il y a une question qui continue la question précédente, c'est quand il s'agit de résidence collective, donc de logement collectif privé, comment ça se passe pour la mise en place du projet? Est-ce qu'il faut l'accord de tous les copropriétaires et comment on peut accélérer les délais de prise de décision dans ce cas-là? Alors, on a un cas sur une copropriété horizontale, donc avec une cinquantaine de logements. En fait, le syndic de copropriété ne peut pas être cette personne morale organisatrice. Donc, en fait, il faut créer une entité à part. Donc, cette PMO, il faut la créer. Ça peut être via une association. La seule condition sur l'ensemble des copropriétaires, c'est par exemple sur l'utilisation des communs. Donc, je pense à des toitures, puisque là, on est sur de l'horizontal. Donc, en fait, le toit appartient à la copro. Enfin, le toit est géré par la copro et donc, il faut l'accord du syndic pour pouvoir aller mettre des panneaux solaires sur le toit de la copro. Par contre, derrière, chaque membre, finalement, est libre d'investir ou pas et de rentrer ou pas dans la PMO. Donc, le sujet, en fait, il est un peu dilué dans cette prise de décision. Donc, il y a ce qui est l'autoconsommation collective. Après, il y a l'autorisation de la copro, je dirais, ou du propriétaire, du bailleur, pour pouvoir installer des panneaux solaires ou installer des systèmes de batterie ou des bandes de recharge. Merci beaucoup, Amaury, pour cette réponse. Je vois que M. Merz ne continue pas à écrire, donc je suppose que la réponse lui a convenu. Merci beaucoup. Il est midi 2, nous sommes bien à l'heure. Merci beaucoup à tous les participants. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Nous vous ferons passer le lien vers le replay du webinaire si vous voulez le diffuser, avec les coordonnées de nos intervenants, parce que je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui nous ont écoutés de pouvoir entrer en contact s'il y a des projets, ce qu'on espère, de communautés énergétiques qui se mettaient en place. En tout cas, je pense que ce webinaire a pu éclairer un certain nombre de questions parce que c'est un sujet, comme tu le disais, Amaury, assez confidentiel encore, donc un petit peu opaque. On n'est pas encore bien au courant de la manière dont ça se passe. Alors, merci beaucoup à tous et toutes. Et puis, rendez-vous bientôt pour un nouveau webinaire dans un mois ou deux chez N Capital. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et à toutes. Merci beaucoup. Bonne journée. Bientôt. Bonne journée. Au revoir.